Réunion ce matin du Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, Issoufou Mahamadou. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. L'ONG internationale Save the Children classe le Niger en tête des pays ayant le plus progressé dans la lutte pour la réduction de la mortalité infantile. Dans ce journal, un dossier sur les avancées réalisées dans le domaine. Forum sur l'alimentation scolaire ce matin au Palais des Congrès, forum qui vise à mobiliser et à sensibiliser les partenaires de l'école sur la question. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition. Comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, mercredi 23 octobre 2013, dans la salle habituelle des délibérations, sous la présidence de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Les conclusions avec Moussa Yahya. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a examiné et adopté le programme du deuxième gouvernement de la 7e République sur la période 2013-2015. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. M. Ado Elaji Abou, ministre plénipotentiaire, premier échelon, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès de la Confédération suisse, cumulativement représentant permanent de la République du Niger auprès de l'Office des Nations Unies à Genève en Suisse. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, il est mis fin aux fonctions de M. Mahamadou Maïdouka Aboubakar, préfet de Filengue. Au titre du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, il est mis fin aux fonctions de M. Issaka Hassan Djegoulé, directeur général de l'ASPEN. Au titre du ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs, M. Boubacar Abdoussalami, enseignant titulaire d'un DEA en lettres, est nommé directeur de cabinet du ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du ministre d'État, ministre du Plan, du Développement communautaire et de l'Aménagement du territoire sur la dernière mission auprès de Exim Bank de Chine et à la Banque mondiale à Washington. S'agissant de la mission à la Banque mondiale, le ministre d'État a souligné en particulier la réunion des bailleurs de fonds du programme Kandaji tenue en marge des assemblées annuelles. À l'issue de cette réunion, les partenaires techniques et financiers ont salué une fois de plus la décision du gouvernement de résilier le contrat qui le lie avec l'entreprise ZVS chargé de réaliser la construction du barrage. Au vu de cette courageuse décision, les partenaires ont réaffirmé leur ferme engagement à soutenir le gouvernement pour une reprise rapide des travaux. Dans cette perspective, ils ont retenu de financer l'intégralité du gap financier nécessaire au bouclage des travaux, d'entamer immédiatement le processus de sélection d'une nouvelle entreprise et de démarrer les travaux préparatoires pour le mois de février 2014. Une communication du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses sur l'attribution d'un marché relatif à l'acquisition de 103 véhicules Toyota Pick-up. Cette communication est faite à titre d'information en application des dispositions de l'arrêté numéro 143/CAB/PM/ARMP du 29 juin 2012 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule à son article 8 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication du ministre des Finances sur les principaux dossiers soumis à l'examen de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA qui se tiendra le 24 octobre 2013 à Dakar au Sénégal. Une communication du ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé relative à la commercialisation des céréales de la campagne agricole 2013. À travers cette communication, le ministre a insisté sur la nécessité d'organiser la commercialisation des céréales en cette période de récolte afin de soutenir les producteurs d'une part et de reconstituer dans les meilleures conditions les stocks de l'OPVN
D'autre part, une communication du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions relative à la mise en œuvre du programme de création des centres de couverture des zones d'ombre en radio et télédiffusion. Malgré la présence de l'ORTN sur le satellite AB3, la diffusion terrestre à travers l'installation d'émetteurs dans les localités non encore couvertes reste le seul et unique moyen qui permet aux populations rurales d'avoir un accès facile à ces programmes. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé en 2007 de poursuivre la création de nouveaux centres de diffusion radio et télévision dans les localités identifiées comme zones d'ombre en la matière. Ainsi, le programme de mise en œuvre prévoyait la création chaque année de 8 centres et devait prendre fin en 2012. Des 32 centres prévus, 8 ont été réalisés, notamment à Iferouane, Goudoumaria, Birningaure, Mayaï, Dakoro, Keta, Tera, Magaria et 4 sont en cours de réalisation à Ayoru, Bouza, Matamai et Ngourti. La mise en œuvre de ce programme rencontre quelques difficultés en raison de l'indélicatesse de certains adjudicateurs des marchés irrélatifs. Le Conseil des ministres a instruit le ministre afin que des mesures adéquates soient prises pour sauvegarder les intérêts de l'État. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Par ailleurs, le président de la République, chef de l'État, Mamadou Issoufou, a reçu ce matin en audience les grands chanceliers des ordres nationaux des pays de l'Afrique sud-saharienne qui viennent de prendre part à la conférence du Niamey. Le grand chancelier de l'ordre national du Niger, le colonel Boulamamanga, à sa sortie d'audience. Nous sommes venus lui présenter, n'est-ce pas, les résultats des travaux, n'est-ce pas, que nous avons eu à faire. Le président de la République a apprécié, n'est-ce pas, le fait même que le Niger ait été choisi pour abriter, n'est-ce pas, cette conférence. Et je peux vous dire, ce n'est pas un secret, c'est la première fois depuis 2003 qu'un président de la République préside à l'ouverture de la conférence. C'est vraiment un honneur qui est fait à toutes les grandes chancelleries de l'espace subsaharien et de France. Quelle peut être en substance le résumé des résultats dont vous êtes parvenu? Il faut intégrer de plus en plus la femme aux décisions quant à la marche vers le développement de nos pays respectifs. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey ce mercredi 23 octobre 2013 à destination de Dakar au Sénégal où il prendra part à la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA et au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de M. Bazoum Mohamed, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, M. Amadou Boubacar Sissé, ministre d'État, ministre du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, Sidibé Seydou, ministre directeur de cabinet du président de la République, Alma Oumarou, ministre du Commerce, Gilles Baye, ministre de l'économie et des finances, Mme Sani Marem Moussa, ministre délégué à l'intégration africaine, et M. Malemi Hassan Chetima, ambassadeur du Niger auprès de la République du Sénégal.
Difa à présent avec les travaux de bitumage de la route Difa-Ngimi frontière-Tchad. Le gouverneur de la région est allé constater de visu l'état d'avancement du chantier. Synthèse Harouna Sanda, Abdraman Boukari. Il convient de rappeler que ces travaux de bitumage de la route du pétrole à Difa-Ngimi frontière Tchad à longue de 185 km auxquels s'ajoutent les travaux de voirie sur 15 km au niveau de Mainesoroa, Ngigimi et Difa, soit à 5 km pour chacune de ces villes, le tout pour un coût de plus de 100 milliards de francs CFA et dont l'exécution est assurée par la CNPC Niger SA sous le contrôle du ministère de l'Équipement, dureront 24 mois. À cet effet, pour assurer le bon déroulement de ces travaux, et ce dans le délai requis, la CNPC Niger a déployé sur place plus de 120 techniciens chinois, 500 ouvriers locaux et 200 engins, toutes marques confondues. C'est donc pour constater de visu le démarrage effectif de ces travaux que le gouverneur de la région de Difa, M. Yacouba Soumana Gao, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu ce matin au niveau du PK7, qui sur place a reçu d'amples explications de la part de M. Chioulian, représentant le directeur régional de la CNPC, de tous les aspects se rapportant à la réalisation de cette route, avant de réitérer l'engagement et la détermination constante de son institution à œuvrer sans relâche pour la mise aux normes et la modernisation de ces infrastructures. Au regard donc de l'importance de ce projet pour le Niger en général et la région de Difa en particulier, qui d'ailleurs cadre parfaitement avec le programme de renaissance si cher au président de la République, à son Excellence Issoufou Mahamadou, le gouverneur de la région de Difa, M. Yacouba Soumana Gao, a saisi cette occasion pour rappeler à l'ensemble des acteurs le sens qui doit les guider dans l'exécution des travaux. Nous demandons à nos partenaires chinois de respecter, dès au départ, le cahier de charge aux ouvriers, que chacun reconnaisse sa tâche et le travail qu'il doit faire. Le respect de la hiérarchie est une obligation aussi. Je demanderai aux élus locaux et nos chefs traditionnels, chacun d'amener sa petite contribution pour qu'il y ait un travail sérieux, un travail de qualité. Retenons que ces travaux de bitumage de la route à Difa-Ngigimi frontière Tchada, une fois achevés, contribueront à améliorer la sécurité du transport routier, à promouvoir les échanges commerciaux transfrontaliers entre le Niger, le Tchad et le Nigeria et à améliorer l'accès aux infrastructures socio-économiques de base et des conditions de vie des populations de la zone. En somme, ces travaux permettront d'améliorer de manière générale le réseau routier de la région de Difa, de réduire l'enclavement intérieur et de contribuer au renforcement de l'intégration régionale dans une perspective de développement socio-économique durable. Le développement, c'est aussi la santé. Le Niger en tête des pays qui ont réduit de la manière la plus drastique et la plus équitable la mortalité infantile depuis 1990, selon une étude publiée ce mercredi par l'ONG internationale Save the Children. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans a été réduit, passant ainsi de 326 pour 1000 à 100 en 1990 à 114 pour 1000 en 2012. L'étude ayant porté sur 115 pays classe le Niger en tête de liste en matière de progrès réalisés dans le cadre de la lutte pour la réduction de la mortalité infantile. Dossier signé Mahmoud Adamou Sadisanda. La mortalité maternelle et infantile est une triste réalité contre laquelle les dirigeants africains mènent un combat acharné. Mais au Niger, comme dans beaucoup de pays, il y a eu des avancées significatives. Notre pays, qui enregistrait en 2008 le taux le plus élevé au monde de mortalité infantile, est classé aujourd'hui premier sur 115 pays, selon un rapport de l'ONG internationale Save the Children. Une fierté pour notre pays et les partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de la santé. Ces progrès qui se traduisent par une réduction de la mortalité infantile de 35% témoignent de l'engagement politique au plus haut niveau à travers la ratification des textes devant la communauté internationale, à travailler pour l'avènement d'un monde qui préserve la dignité des femmes et des enfants.
Il est donc important de saluer tous les acteurs de la santé pour le travail abattu, honorant ainsi aujourd'hui notre pays, ainsi que l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement du gouvernement de l'atteinte de cet objectif. Des progrès ont été réalisés par le ministère en charge de la santé de 2011 à nos jours, grâce surtout à des stratégies et interventions, notamment le renforcement des services de santé de la reproduction à travers le développement de la planification familiale, l'accroissement des prestations des services de néonatologie, la formation du personnel de santé aux soins obstétricaux et périnataux d'urgence. Il faut ajouter à cela une bonne nutrition, une amélioration des pratiques d'hygiène, l'accès aux soins prénatals et aux soins obstétricaux et pédiatriques d'urgence, ainsi que les visites postnatales aux mères et aux nouveau-nés, qui sont des interventions dont l'efficacité a été prouvée. Enfin, pour relever le défi de la santé de l'enfant, le personnel médical, les ONG, les agences du système des Nations Unies, ainsi que les responsables et les décideurs politiques doivent s'investir pleinement pour renforcer le système de santé de façon générale et renforcer la prise en charge des maladies responsables de la plus grande morbidité et mortalité infantile. Sur le même registre, lancement ce matin à Difa des manifestations entrant dans le cadre de la journée d'action pour la survie de l'enfant. Ces manifestations organisées par l'ONG Save the Children ont été présidées par le gouverneur de la région. Le compte rendu de Abdraman Boukari, Abdraman Massou. Il convient de rappeler que la célébration de cette journée du 23 octobre 2013, journée d'action pour la survie de l'enfant à travers une course dite marathon mondial, s'inscrit dans la continuité des activités de la grande campagne mondiale dénommée Tous et Chacun, initiée par l'ONG Save the Children International. Entre autres objectifs assignés à cette campagne qui constitue désormais un cadre de plaidoyer, contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement par tous les pays dans lesquels Save the Children International intervient. Dans la série des allocutions prononcées à cette occasion, outre celle de bienvenue du vice-maire de la commune urbaine de Difa, M. Hankaro Birikassum, l'on retiendra également celle du field manager de l'ONG Save the Children International, base de Difa, qui a saisi cette occasion pour expliquer amplement à l'assistance les objectifs poursuivis à travers la célébration de cette journée avant de s'appesantir sur les avancées significatives enregistrées par le Niger en matière de survie de l'enfant. En effet, selon un rapport intitulé « Vie en péril », le Niger est classé premier sur les 75 pays engagés dans la lutte contre la mortalité infantile, confirmant que des progrès importants ont été accomplis par le Niger. Aussi, il est important de signaler qu'au Niger, le taux de mortalité infanto-juvénile, tout en y restant assez élevé, a considérablement baissé. Ainsi, le Niger a réussi à réduire presque de 2 tiers la mortalité infantile évitable et devrait ainsi parvenir à atteindre l'objectif 4 du millénaire pour le développement. Intervenant à son tour, le gouverneur de la région de Difa, M. Yakuba Soumanagawo, a de prime abord salué l'organisation de la présente activité qui vise à appuyer le Niger en général et la région de Difa en particulier à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement et plus précisément les objectifs relatifs à la réduction de la pauvreté, de la faim et enfin de la réduction de la mortalité maternelle et infantile. C'est pourquoi il a saisi cette opportunité pour remercier l'ONG Save the Children International pour sa présence remarquée dans la région de Difa dans les domaines de la santé et de la nutrition, de la sécurité alimentaire, de l'éducation, de l'eau et de l'assainissement. Cette série d'interventions a par la suite donné place au coup d'envoi de la course dite marathon mondial, ce qui du reste a permis aux enfants engagés d'exprimer leur soutien, leur adhésion et leur participation à tous les programmes visant à assurer leur protection, leur survie et leur développement qui au finish ont reçu des prix en reconnaissance à leur mérite. Signalons enfin que cette journée a été également l'occasion pour les enfants de la région de Difa, à travers un plaidoyer, de rappeler les droits qui leur sont dévolus, notamment en matière de l'éducation, de l'alimentation et de la santé.
Après la santé et l'éducation, la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a présidé ce matin au Palais des Congrès de Niamey la cérémonie d'ouverture du forum sur l'alimentation scolaire. Cette rencontre vise à mobiliser et à sensibiliser les partenaires pour la promotion de l'alimentation scolaire au Niger. Détail, Lemine Tchari Madigou, Isaac Issa. Placé sous le thème « L'alimentation scolaire, un investissement pour notre avenir », l'organisation du Forum sur l'alimentation scolaire au Niger vise de manière générale non seulement à sensibiliser et à mobiliser les partenaires pour la promotion de l'alimentation scolaire au Niger, mais aussi à impulser une nouvelle dynamique à l'alimentation scolaire du Niger pour les 10 prochaines années, en conformité avec le programme sectoriel de l'éducation et de la formation 2014-2024. À l'ouverture de la cérémonie de cette rencontre des décideurs et des experts sur l'alimentation scolaire, la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Mme Ali Marème Al Ibrahim, a, au nom du président de la République et du gouvernement, remercié les principaux partenaires de la dite rencontre, notamment le gouvernement du Brésil, les centres d'excellence et le programme alimentaire mondial pour tous les appuis multiformes qu'il ne cesse d'apporter au Niger en général et au secteur de l'éducation avant de présenter la situation relative à l'alimentation scolaire au Niger. Le programme de l'alimentation scolaire actuellement en cours d'exécution est cofinancé principalement par le programme alimentaire mondial et le gouvernement du Niger et couvre 1549 écoles primaires et secondaires de 8 régions du pays. Sur ce total, 1251 cantines sont cofinancées par l'État du Niger et le programme alimentaire mondial et 298 sur fonds propres du pays. Il est également prévu, à partir de janvier 2014, l'extension du programme avec la prise en charge de 150 000 nouveaux rationnaires par le PAM et l'État et 300 000 autres par le partenariat mondial pour l'éducation dans le cadre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation. La représentante du gouvernement brésilien a souligné que leur déplacement au Niger vise à échanger leur expérience en matière de mise en œuvre des programmes d'alimentation scolaire et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Aujourd'hui, le Brésil nourrit avec une alimentation de qualité 47 millions d'enfants tous les jours dans les écoles publiques. Mais cette réalité n'a pas toujours été comme ça. Donc, la présentation des experts brésiliens vont vous montrer comment le Brésil est arrivé à ces résultats-là. Principal partenaire du PAM, le Centre d'excellence contre la faim du Brésil, a été sollicité par le Niger dans le cadre de l'accompagnement des programmes nationaux d'alimentation scolaire. L'appui du Centre d'excellence est intégré dans une perspective de long terme qui inclut différentes activités en accord avec les demandes et les nécessités du gouvernement. Intervenant au Niger depuis 1971, le programme alimentaire mondial réaffirme par la voix de son directeur son engagement à soutenir notre pays dans ses efforts de lutte contre l'insécurité alimentaire et des actions à mener dans le cadre de la réalisation de la scolarisation universelle. Dans ce nouveau programme, suite à la demande du gouvernement, le PAM a élargi considérablement la couverture de son programme d'alimentation scolaire. En effet, dès cette année, le PAM va prendre en charge 545 nouvelles écoles rurales, en plus des 702 déjà assistées jusqu'à présent, portant le total à 1247 écoles sur un total de 8000 écoles rurales environ. Au cours de cette rencontre, les délégations du Brésil, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie, du Bénin, du Togo et du Niger entendent apporter leur contribution pour améliorer l'alimentation scolaire au Niger lorsqu'on sait que sur un total de 15 500 écoles qui comptent les cycles de base 1, seuls 1549 sont dotés de cantines scolaires. En prélude au tournoi international de volleyball qualificatif aux mondiaux de volleyball, le ministre de la Jeunesse et des Sports a rendu visite aux joueurs de l'équipe nationale. Abdelkarim Damalin est allé les encourager pour qu'ils puissent représenter valablement le Niger à cette compétition. Mamadou Gengare, Issoufou Samaïla. Cette visite du ministre de la Jeunesse et des Sports a pour objectif d'apporter à l'équipe nationale de volleyball tout le soutien et encouragement des plus hautes autorités afin de représenter valablement le Niger à la compétition internationale éliminatoire à la phase continentale et mondiale de volleyball.
Accompagné de ses collaborateurs en matière de sport, le ministre Abdulkarim Damalam a ressorti toute l'importance de cette compétition dont l'ouverture est prévue demain 24 octobre 2013 à l'Académie des arts martiaux de Niamey. Pour cela, le ministre a exhorté ses joueurs au courage, l'engagement et la détermination car la qualification est impérative. Vous méritez ce déplacement-là, de l'ensemble des cadres, des hauts cadres du ministère et de moi-même, pour vous dire que le pays tout entier compte sur vous. Il n'est pas question que vous organisez une compétition ici chez vous et que vous la perdiez. Ça, c'est de l'inimaginable. Il ne faut même pas que ça vous trotte la tête, il ne faut même pas que ça vous effleure les esprits. C'est parce que nous avons confiance en vous que nous avons accepté d'abriter cette compétition en territoire du Niger. Alors c'est pour vous apporter le soutien du premier responsable de sport que je suis et de l'ensemble de mes collaborateurs qui sont avec moi et de mes supérieurs hiérarchiques, le Premier ministre, chef de gouvernement, à la tête duquel se trouve donc le président de la République qui est le premier capitaine de toutes les équipes nationales de ce pays-là. Alors ne pensez pas qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il suit tout. Alors ces matchs, il les suivra. Et je pense que vous me donnerez l'occasion de lui dire, Monsieur le Président, voilà l'équipe qui a gagné la coupe. Il est à noter que les voleurs du Niger affronteront ceux du Burkina Faso, du Nigeria et du Ghana. À l'issue de cette phase zonale, 2 pays se qualifieront pour la phase continentale. Alors mobilisons-nous autour de notre équipe nationale qui évoluera à domicile afin que le Niger puisse se hisser parmi les meilleurs pays de volleyball. Bonne chance donc à nos volleyeurs. Demain, 24 octobre 2013, sera célébrée la Journée des Nations Unies. Dans le message qu'il a prononcé à cette occasion, le secrétaire général de l'ONU a réitéré l'engagement de l'organisation à respecter les idéaux fondateurs et d'œuvrer pour la paix, le développement et le respect des droits de l'homme. Le message nous est livré ici par le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Niger, Fodé Ndiaye. La Journée des Nations Unies nous offre l'occasion de saluer la contribution inestimable que notre organisation apporte à la paix et au programme commun. C'est également l'occasion de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour concrétiser notre vision d'un monde meilleur. Les affrontements qui font rage en Syrie constituent notre plus grand défi en matière de sécurité. La vie de millions de personnes dépend de l'aide fournie par le personnel humanitaire de l'ONU. Les experts des Nations Unies travaillent main dans la main avec leurs collègues de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, lauréate pour le prix Nobel de la paix, sur la destruction de ces armes en Syrie. Et nous faisons tout notre possible pour parvenir à une solution diplomatique qui mettra fin à ces souffrances qui n'ont que trop duré. En ce qui concerne le développement, notre défi le plus urgent consiste à faire du développement durable une réalité. Grâce aux objectifs du millénaire pour le développement, la pauvreté a été réduite de moitié. Nous devons maintenir la dynamique créée, élaborer un programme de développement pour l'après 2015, tout aussi enthousiasmant que celui auquel il succède, et parvenir à un accord sur la lutte contre les changements climatiques. Cette année encore, nous avons vu les Nations Unies agir de concert sur de nombreuses questions liées notamment aux conflits armés, aux droits de l'homme et à l'environnement. Nous continuons de démontrer l'étendue de ce qui est possible dans le cadre d'une action collective. Nous pouvons faire encore plus. Pour agir utilement dans un monde caractérisé par des interconnexions de plus en plus denses, nous devons être encore plus unis. En cette journée des Nations Unies, prenons l'engagement de respecter les idéaux fondateurs de l'organisation et d'œuvrer ensemble pour la paix, le développement et le respect des droits de l'homme.
Réunion ce matin à Niamey du comité technique scientifique de l'Association des sociétés d'électricité en Afrique. 2 jours durant, les participants à ces assises auront à se pencher sur l'élaboration des thèmes du programme d'activité 2014-2017 et les préparatifs du prochain congrès de l'association prévu en Angola en 2014. À côté au Glassan, Gérard Abdelaziz. Cadre par excellence d'échange d'expériences des experts de l'Association des sociétés d'électricité en Afrique, ASEA, le comité technique scientifique va réfléchir sur le programme d'activité 2014, le prochain congrès de l'association prévu en 2014 en Angola et la création de centres d'excellence dans le domaine de la formation professionnelle en Afrique pour combler le vide laissé par la disparition de la prestigieuse École supérieure interafricaine de l'électricité, ESI. La rencontre est donc d'une grande importance. Le directeur général de la Nigélec qui accueille l'événement l'a souligné. Il s'est également appesanti sur les potentialités énergétiques du Niger avant de conseiller les experts. Aujourd'hui, les générations qui sont au pouvoir dans la plupart de nos pays sont des élus avec des mandats précis et qui sont pressés par le temps et qui ont des obligations de résultats. Donc je voudrais vous conseiller d'aller dans le sens de propositions concrètes pouvant aider à avoir des résultats pratiques sur le terrain. Les gens ne sont pas jugés au nombre de réunions d'experts qu'ils auront tenues, mais au nombre de résultats concrets que nous aurons implémentés sur le terrain. Le directeur général de l'ASEA et le représentant du président du comité technique scientifique de l'ASEA, conscients de cet état de fait, ont exhorté les experts à travailler intensément afin d'aboutir aux résultats attendus. Le Niger accorde un intérêt particulier à de telles rencontres car depuis 2011, le pays s'est résolument engagé pour atteindre son indépendance énergétique. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renaissance du Niger, il a été lancé la construction de nouvelles centrales thermiques mixtes, diesel et solaires de 100 MW, la construction de la centrale thermique à charbon de Salkadamna, de 200 MW première phase, extensible à 600 MW. La construction de la centrale hydroélectrique de Kandaji d'une puissance de 130 MW. Un vaste programme d'électrification rurale grâce au démarrage des activités de l'Agence nationale d'électrification rurale et un ambitieux programme de développement du réseau de transport et de distribution. Le Niger soutient fermement le WAP pour un transit de quelques 500 MW en direction du Burkina Faso, du Bénin et du Togo. Comme vous le voyez, donc, le Niger a des raisons tout à fait objectives de soutenir toutes les actions de l'ASEA. Il faut noter que c'est l'Union des producteurs, transporteurs et distributeurs d'énergie électrique d'Afrique, UPDA, qui s'est transformée en association de sociétés d'électricité en Afrique, ASEA, en vue de rechercher les meilleures solutions à la satisfaction des besoins énergétiques du continent. Une mission du Comité national de suivi des inondations conduite par la conseillère spéciale du Premier ministre chargée des questions humanitaires a rencontré lundi dernier à Tillabéri les membres du comité régional élargi aux partenaires. Au centre de cette rencontre, le suivi de la mise en place des appuis destinés aux sinistrés des inondations de 2013. Zakari Maman, Jubono. Les importantes précipitations enregistrées cette année ont, comme en 2012, occasionné dans la région de Tillabéri des inondations, lesquelles inondations qui ont affecté environ 72 000 personnes de plus de 200 villages. Cependant, a rappelé la conseillère spéciale du Premier ministre chargée des affaires humanitaires à l'ouverture de la rencontre que le comité interministériel de suivi des inondations qui est présidé par le Premier ministre a préconisé des mesures pour mettre à la disposition des sinistrés des vivres et qui a fait la mobilisation nécessaire au niveau des partenaires pour accompagner l'État dans la prise en charge de ces sinistrés. C'est donc à la demande du comité interministériel que cette mission a été diligentée afin d'être sur le terrain, constater de visu dans quelles conditions sont utilisés ces vivres, a précisé Mme Yahya Sadatou Malam Barmou. Il s'agit donc d'une mission de suivi et de supervision et par la même occasion a davantage expliqué la conseillère spéciale du Premier ministre en charge des questions humanitaires. Cette mission consiste à déterminer les mesures de relèvement qui peuvent être envisagées pour soutenir les populations.
Intervenant quant à lui, auparavant, le gouverneur de la région a indiqué que le gouvernement et ses partenaires sont très attentifs à toutes les préoccupations des populations. Et c'est pourquoi a souligné Djabri Hassimiou que des programmes ont été élaborés et des donations annoncées et enregistrées pour plusieurs millions de francs CFA en termes de vivres et non-vivres. Le gouverneur de la région, au nom de la population de la région, de remercier le gouvernement et ses partenaires pour leur soutien aux populations à chaque fois que le besoin se fait sentir. Aussi, le gouverneur de la région de saisir cette occasion pour rappeler au comité régional le rôle qu'il doit jouer, celui notamment de rendre disponibles ces assistances que les partenaires et amis du Niger ont gracieusement mis à la disposition des populations, mais aussi de rassurer que ces vivres iront directement aux ménages concernés. Il a enfin demandé à chacun de s'engager activement pour ainsi atténuer les souffrances des populations. Après quoi, les différents partenaires présents à la rencontre se sont succédés pour présenter chacun en ce qui le concerne la situation exacte des réponses aux victimes des inondations dans la région et poser des questions pertinentes, questions auxquelles la conseillère spéciale du Premier ministre chargée des affaires humanitaires a fourni des réponses appropriées. Cérémonie de lancement au titre de la région de Tillabéri ce mercredi de l'assistance en vivres aux sinistrés des inondations de 2013. C'est le gouverneur de la région qui a présidé la cérémonie dans la commune urbaine de Walam en présence de la conseillère spéciale du Premier ministre en charge des questions humanitaires, Zakari Maman. C'est le village de Tolkobayi dans la commune urbaine de Walam qui a servi de cadre au lancement de l'assistance en vivres aux sinistrés des inondations de 2013. Il faut noter qu'outre l'assistance de l'État, les populations affectées par les inondations de la région bénéficient également des partenaires tels que la Croix-Rouge, le CRS, le Plan Niger, des appuis en vivres et non-vivres. La cérémonie de lancement, une occasion appropriée pour le gouverneur de la région, d'abord de rappeler que les précipitations enregistrées ont occasionné des inondations ayant causé d'importants dégâts, habitations effondrées, des champs de culture inondés et même des pertes en vies humaines. C'est donc suite à l'appel lancé par les autorités de la 7e République que les partenaires ont accompagné l'État pour alléger les souffrances des populations sinistrées. Djabri Hassimiou donc de renouveler à ces derniers les remerciements et toute la reconnaissance de la population. L'État, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a poursuivi le gouverneur de la région, continuera à soutenir les populations avant de rassurer que toutes ces assistances iront directement aux ménages concernés. Le gouverneur de la région a cet effet de rappeler les instructions du Premier ministre à l'endroit des préfets et maires afin de mettre à la disposition des bénéficiaires tous les appuis au plus tard le 25 octobre 2013. Auparavant, le vice-maire de la commune urbaine de Walam, dans ses mots de bienvenue, s'est réjoui du choix de sa commune pour abriter le lancement donc, de la distribution de l'assistance aux sinistrés des inondations. La commune de Walam, durement frappée par les inondations dues au débordement de la mare. Le vice-maire donc de Walam de saluer enfin tous les efforts que les autorités de la 5e République ne cessent de déployer quant à l'atténuation des souffrances des populations. Il en est de même chez les bénéficiaires qui ont tenu à remercier du fond de cœur les autorités de la 7e République pour l'intérêt qu'ils portent à l'amélioration de leurs conditions de vie. Le secrétaire général de la région de Tillabéri, Adamou Alidou, salue ici l'accompagnement des partenaires dans la gestion des sinistrés des inondations de la région. Cette année, l'année 2013, la pluviométrie a fait beaucoup de dégâts au niveau de l'ensemble du Niger et en particulier au niveau de la région de Tillabéri. Donc c'est ce qui a amené le gouvernement et ses partenaires à amener de l'aide aux sinistrés. La région de Tillabéri avait besoin de 846 tonnes environ et le gouvernement et ses partenaires ont mis à la disposition de la région 964 tonnes, ce qui fait que nous sommes largement au-deçà des prévisions régionales. Nous attirons l'attention de tous les maires qu'aucun maire n'a le droit de reconditionner un sac. S'il y a des sacs à reconditionner, le reconditionnement ne doit se faire que par l'OPVN, qui est spécialiste en la matière. Donc ils peuvent, au niveau de leur décharge, faire la notification au niveau de l'OPVN qui peut-être va envoyer des techniciens pour le reconditionnement. Nous allons sillonner l'ensemble de la région
pour voir là où les vivres sont prédispositionnés pour constater de visu, ce sont des instructions du Premier ministre, pour constater de visu comment la distribution est en train de se faire, si elle est en train de se faire dans les normes. Sachez enfin que la distribution de ces vivres et non-vivres est faite en fonction des données de la protection civile. À Maradi également, une mission du niveau national de supervision et de suivi des réponses aux victimes des inondations 2013 séjourne depuis lundi dans la région. Elle y a effectué des visites de terrain dans le département de Madarumfa sous la conduite du conseiller du Premier ministre El Hadj Haladou Amadou, Ibrahim Hassimso et Maman Oumarou. Ce n'est un secret pour personne. Un grand nombre de pays sahéliens dont le Niger sont souvent victimes de catastrophes dues au changement climatique telles que les sécheresses, les invasions acridiennes, les inondations. Ces catastrophes occasionnent souvent des dégâts matériels et même des pertes en vie humaine et animale. Au cours de cette saison des pluies 2013, les précipitations ont provoqué des inondations dans plusieurs localités du Niger. La réaction du gouvernement a été prompte et des milliers de tonnes de vivres, de kits de produits non alimentaires et sanitaires et plus de 130 millions de francs CFA en espèces pour le relogement des sinistrés ont été distribués. Pour la supervision et le suivi de ces actions, des missions du Comité national technique de gestion, de suivi et de prévention des inondations ont été diligentées dans toutes les régions du pays. Celle de Maradi est arrivée lundi dernier et hier était dans plusieurs communes du département de Madarumfa. L'objet principal de cette mission, c'est de superviser et de suivre la mise en place et la distribution de la deuxième assistance alimentaire envoyée aux victimes des inondations 2013 dans la région de Maradi. C'est une mission nationale, elle se tient concomitamment dans les 7 autres régions. Donc comme vous l'avez si bien dit, on vient de commencer par le département de Madarumfa. Hier matin, on a d'abord eu une réunion de cadrage de la mission avec le comité régional de gestion des crises pour situer un peu l'objet de la mission et les résultats attendus. Du chef-lieu de département à la commune de Daïssa, en passant par celle de Gabi et Safo, la mission conduite par le conseil spécial du Premier ministre El Hadj Haladou Amadou a rencontré des membres du comité de gestion de ces crises pour échanger ensemble sur la mise en place des réponses apportées aux victimes des inondations. L'attention a beaucoup été attirée sur le fait de ne pas tomber dans les mêmes travers afin que ce ne soit pas un cercle vicieux. Il a été reconnu un manque d'entretien des maisons par les populations et d'assainissement par les communes, une non-circulation de l'information entre les différents niveaux de la pyramide. Et souvent, la collecte des données n'a pas été exécutée normalement pour une identification des bénéficiaires réels et une évaluation objective des difficultés ou des besoins. Le chef de la mission, El Hadj Haladou, a entre autres demandé aux membres du comité de dépolitiser cette activité, de s'informer amplement avant d'agir, d'utiliser correctement les documents mis à leur disposition, de mener des campagnes de sensibilisation et bien d'autres conseils d'usage pour le bonheur des populations nigériennes. Le contenu du document de politique nationale de protection sociale et du programme de son axe 4 au centre d'un atelier de formation à l'intention des journalistes de la presse publique et privée. L'objectif poursuivi est d'amener les hommes des médias à s'approprier ce document en vue de sa vulgarisation. Mahmoud Adamou, Mariam Dakou. Faire aux journalistes une présentation synoptique du contenu de la politique nationale de protection sociale et du programme de protection en faveur des groupes les plus vulnérables du pays. C'est dans cette optique que cet atelier a été initié. La présente rencontre d'échange vise ainsi l'internalisation de ce document. L'objectif de cet atelier est donc de vulgariser la politique nationale de protection sociale et du programme de son axe 5 qui a été élaboré par notre ministère avec la collaboration de tous les partenaires qui ont en charge la protection sociale. Donc notre protection sociale comporte 5 axes stratégiques comme je l'avais dit tantôt. Donc il faut la vulgariser. Il faut vulgariser cette politique
parce que c'est une politique qui concerne toute la population. Parce que cette politique-là, quand elle sera mise en œuvre, ce sont des actions qu'on va mettre en œuvre à l'endroit des populations. Et il faut que tout le monde soit informé de cette politique-là. Donc c'est pour cela que nous avons touché les hommes des médias, donc eux qui ont les antennes et qui peuvent aller jusqu'au niveau communautaire, donc pour qu'eux-mêmes soient imprégnés de ce que ça veut dire, de ce que comporte cette politique et de son programme, pour qu'à leur tour ils puissent vulgariser cette politique-là. Et donc vraiment c'est un partenariat vraiment sincère que nous voulons tisser avec les hommes des médias par rapport à la mise en œuvre de cette politique nationale de protection sociale. Cette journée d'information et de sensibilisation des hommes des médias sur la politique nationale de protection sociale permettra sans nul doute à ces derniers de mieux appréhender les concepts et l'importance de la mise en œuvre de cette politique adoptée par le gouvernement en septembre 2011. Tout autre chose à présent dans le cadre de la tenue du SAFAM prévu du 29 novembre au 9 décembre 2013, le gouverneur de la région de Zinder, région phare, a présidé une réunion hier pour s'inquiéter de l'état d'avancement des préparatifs. Détail, Mariam Keta, Ali Abou. S'imprégner de l'état d'avancement de l'organisation du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, prévu du 29 novembre au 9 décembre, et dont Zinder est la région phare pour cette 8e édition, tel est le motif de la présente rencontre convoquée par le gouverneur de la région. Il s'agit au cours de cette manifestation qui durera 10 jours, de présenter les potentialités culturelles et artistiques et surtout des produits artisanaux originaux qui rejoignent le thème de la dite édition qui est « Valorisation de l'artisanat utilitaire ». Pour le gouverneur de la région, Kalla Moutari, l'implication doit être effective car il s'agit de la valorisation de la région. De ce fait, la présentation des produits de qualité et des prestations culturelles sont de taille à renchérir le président du conseil de ville, Dr Bachir Sabo. Pour l'honorable sultan du Damagaram, Eladj Aboubakar Sanda, et le chef de canton de Mria, Moutari Moussa, ils ont à leur tour annoncé aux différentes commissions la prise en charge de l'hébergement et restauration des participants par les ressortissants de la région résidant à Niamey. Quant au directeur régional du tourisme et de l'artisanat, beaucoup reste à faire. Et le point le plus important demeure la mobilisation des ressources financières, car, a-t-il déclaré, sur un budget prévisionnel de 34 millions, la caisse n'en contient que 80 000 francs. Une annonce qui a suscité des réactions, propositions et suggestions pour la réussite de cette manifestation. Le gouverneur Kalla Moutari a demandé séance tenante le report de la présente rencontre pour 10 jours où il sera question cette fois-ci d'une collecte de fonds. L'atelier de validation du plan de l'étude de restructuration de l'ONAHA, c'est ce matin à Niamey. Il s'agit à travers ce plan de doter l'ONAHA des supports et des stratégies d'action en vue de sa redynamisation pour la lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger. Le compte rendu de Djouari Isiaka Hamanissé. L'Office national des aménagements hydro-agricoles créé en 1978 pour répondre aux besoins alimentaires du Niger se trouve être depuis quelques années dans l'incapacité de faire face aux récurrentes crises alimentaires qu'a connues le pays. Sous l'impulsion des nouvelles autorités de la 7e République et avec l'appui de la Banque mondiale, l'ONAHA voudrait se redynamiser. La restructuration de l'ONAHA doit s'inscrire dans le sens de la volonté affichée des autorités de la 7e République de faire de l'agriculture irriguée l'axe prioritaire de l'initiative 3e, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Déjà, un rehaussement significatif de la subvention et un premier équipement en engin neuf de travaux d'aménagement hydro-agricole ont été opérés. L'objectif global projeté est le renforcement de l'office à travers 1. L'élargissement des missions. 2. Le renforcement des capacités d'intervention. 3. L'amélioration de la gestion. 4. Le développement des relations de l'ONAHA avec ses partenaires. La restructuration de l'ONAHA, faut-il le rappeler, fait partie intégrante des déclencheurs de l'important appui budgétaire que compte apporter la Banque mondiale à l'État du Niger,
pour que le secteur de l'irrigation apporte une contribution significative à la croissance économique du pays. Les discussions sur l'adoption des rapports des experts et la validation du plan de restructuration de l'ONAHA se sont tenues toute la journée et donneront certainement un nouveau souffle à l'Office. Le plan du renforcement des capacités et les modalités du transfert d'espèces au centre d'un atelier qui a ouvert ses travaux ce matin à Niamey, atelier de restitution de la micro-évaluation pour la mise en œuvre de l'approche harmonisée des remises d'espèces organisée par le système des Nations Unies en collaboration avec le ministère du Plan. Issoufou Samaïla, Rahila Toucheb. Le système des Nations Unies, à travers les agences membres du comité exécutif du groupe de développement des Nations Unies, à savoir le PAM, l'UNICEF, l'UNFPA et le PNUD, a opté pour une approche harmonisée des remises d'espèces aux partenaires d'exécution. Pourquoi faisons-nous un tel exercice et pourquoi cette approche harmonisée de transfert des espèces? D'une part, parce que ça permet de réduire les coûts de transaction pour les institutions du système des Nations Unies et aussi pour les partenaires. Deuxièmement, ça permet de simplifier les procédures qui aussi contribuent, laquelle simplification contribue à la réduction des coûts de transaction. Et enfin, ça permet aussi de s'aligner sur les systèmes nationaux, un peu dans le sillage de la déclaration de Paris, qui, comme vous le savez, met en exergue au moins 3 éléments: l'appropriation, par une maîtrise par les partenaires de la politique et des stratégies de développement dans les pays dans lesquels ces partenaires opèrent, l'alignement, c'est-à-dire la compréhension par les bailleurs des mécanismes internes de gestion et le fait de s'aligner sur les stratégies et les mécanismes internes des pays dans lesquels nous opérons, et enfin l'harmonisation qui permet de mettre en commun les dispositifs et de simplifier les procédures. Au cours de cet atelier de partage, les participants auront à échanger sur les résultats de la micro-évaluation des partenaires d'exécution conduite auprès de 135 partenaires au niveau central et régional. Je voudrais opportunément saisir cette occasion pour me féliciter du dynamisme du partenariat qui lie le système des Nations Unies et le Niger, partenariat qui repose sur une coopération dynamique, fructueuse, orientée vers les priorités dégagées par le gouvernement du Niger et sur la satisfaction des besoins essentiels de nos laborieuses populations. Et c'est pourquoi, au nom du ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, je voudrais transmettre les plus vifs remerciements du gouvernement du Niger et du peuple nigérien aux agences du système des Nations Unies pour tous les progrès réalisés dans ce domaine et pour l'ensemble des efforts qu'elles déploient quotidiennement pour le bien-être de nos populations. Les acteurs concernés présents à cet atelier procéderont sans complaisance à des échanges fructueux pouvant améliorer de manière significative la mise en œuvre de l'approche harmonisée des remises d'espèces aux partenaires. D'un atelier à un autre, celui cette fois-ci de préparation d'un projet d'observatoire sur les ressources alimentaires pour l'élevage au Niger. Atelier organisé par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest avec le soutien de la FAO. Une fois en place, cette structure servira de référence pour la prise de décisions politiques et techniques sur les questions du cheptel. C'est Ismaïla Ibrahim, Hadiza Hamidi. L'atelier de préparation d'un projet d'observatoire des ressources alimentaires pour l'élevage au Niger a pour objectif de développer une initiative nationale pour une meilleure utilisation des aliments pour animaux en vue du développement de l'élevage en Afrique de l'Ouest en général et au Niger en particulier. De ce contexte, les objectifs de notre atelier sont les suivants. Sur un plan général, il s'agit pour nous de contribuer à améliorer la politique nationale de l'élevage et de favoriser les investissements dans le sous-secteur grâce à l'optimisation de l'alimentation animale sur la base d'une meilleure connaissance des facteurs qui déterminent son importance pour les spéculations animales. Plus spécifiquement,
Il s'agira pour nous de définir selon notre contexte les outils et les besoins nécessaires à la création de cet observatoire, de faire l'état des lieux sur les méthodes et outils d'analyse, d'identifier les conditions de création de l'observatoire, les acteurs concernés et les rôles de chacun. De ces objectifs, il est attendu une kyrielle de résultats dont la pertinence n'est plus à démontrer et pour laquelle la FAO accompagne l'initiative. Les résultats attendus sont tout d'abord le partage des informations sur les résidus agricoles, les sous-produits agro-industriels et leur utilisation pour le développement de l'élevage, de même que le lancement d'un réseau d'experts et d'institutions intéressés par l'élevage et les aliments pour animaux, et enfin la formulation de directives et d'un plan d'action régional pour une meilleure utilisation des aliments pour animaux d'élevage. D'une telle structure, par la voix du secrétaire général du ministère de l'élevage, le gouvernement est en droit d'attendre les résultats lui permettant de maîtriser en permanence la situation alimentaire du bétail. Je voudrais donc assurer que les pouvoirs publics nationaux accorderont tout le soutien aux promoteurs de cette initiative afin que l'Observatoire national sur les ressources alimentaires du bétail au Niger soit une réalité. Mieux, compte tenu de l'expérience au Niger, que le Niger a eue à travers le CIM bétail, il s'efforcera d'engager d'autres pays de la sous-région de cette vision, car en matière de ressources naturelles, la sous-région ouest-africaine a l'avantage de partager plusieurs zones agroécologiques complémentaires. Au Niger, l'élevage est pratiqué par 87% de la population, dont une grande partie ne pratique aucune autre activité agricole. Et le capital bétail peut être estimé à environ 4 milliards de dollars US, et cela sans compter les produits non monétarisés. Toujours au chapitre des ateliers, notez les travaux de l'atelier national de planification du programme d'amélioration de la sécurité alimentaire et des ressources en eau dans les communautés rurales du Sahel et de la Corne de l'Afrique. L'objectif est de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et à la gestion de l'eau pour le développement économique des zones rurales. Sekinat Abdou, Hamidou Abdoulaye. Cet atelier national se tient après la rencontre de planification régionale Afrique de l'Ouest tenue en août dernier à Ouagadougou. Cette première réunion nationale du programme d'amélioration de la sécurité alimentaire et des ressources en eau dans les communautés rurales du Sahel et de la Corne de l'Afrique est organisée par CARE International et le Centre mondial de recherche en agroforesterie. Elle vise le renforcement de la sécurité alimentaire et hydrique, à l'amélioration de l'accès au marché et au renforcement de l'économie locale pour les différentes catégories d'agriculteurs. Nous essaierons en 2 jours d'avoir une compréhension commune du contenu du programme, d'identifier et valider les pôles de concentration du programme, d'identifier les acteurs potentiels, y compris au niveau communautaire, de discuter et finaliser le calendrier des activités à court et moyen terme dans le cycle du programme et enfin d'essayer d'esquisser les grandes lignes de budget pour les activités de court et moyen terme. Le représentant du haut-commissaire à l'initiative 3N accorde un intérêt particulier à ce programme. Ce programme est en effet d'autant plus important qu'il prend en charge plusieurs défis environnementaux et écologiques, tout en poursuivant des cibles dont, entre autres, la réhabilitation écologique de 500 000 hectares d'écosystèmes naturels et ou d'agrosystèmes, l'amélioration de la productivité de l'eau à hauteur de 30%, l'accroissement des niveaux de vie de 70 000 producteurs, hommes et femmes compris. Je voudrais également vous informer que le Niger d'aujourd'hui ne compte épargner aucun effort pour soutenir le processus de mise en œuvre de ce programme. Ce programme concerne 5 régions du Niger, à savoir Zender, Maradi, Tawa, Dosso et Tillabéri. Avant la partie magazine de cette édition, cette rencontre d'appropriation de l'initiative de code de bonne conduite entre la société civile et les compagnies extractives. Plusieurs représentants de la société civile nigérienne y prennent part. Mamoudou Idrissa Mega, Hamidou Abdoulaye. C'est avec la participation active de la société civile nigérienne
et le soutien de l'Agence américaine de développement international que la Fondation IFES dans son programme de transparence et de participation citoyenne dans les industries extractives au Niger a organisé cet atelier. Au centre de la rencontre, l'appropriation et l'adoption d'une initiative de code de bonne conduite entre la société civile et les compagnies d'extraction minière. Il n'a pas été possible de réaliser cette activité qui s'est avérée vraiment ardue à mettre en œuvre du fait de résistances lourdes de la part de différents partenaires, surtout ceux des compagnies d'extraction. Si ces derniers sont conscients d'une certaine méconnaissance de leur contribution positive, disent-ils, au développement du pays, qui entraîne des opinions, selon eux, biaisées, sinon carrément négatives, ils ne se sont pas montrés, en ce qui nous concerne, paradoxalement, disponibles pour communiquer avec les citoyens. Comment peut-on déplorer une situation et ne pas s'engager résolument à la corriger? C'est pour parvenir à surmonter ce paradoxe, ce genre de paradoxe, pour créer les conditions d'un dialogue constructif dans la transparence que ce code de bonne conduite a été élaboré. À cet effet, une plateforme nationale sur la question a été mise en place et va s'engager à faire comprendre et à faire accepter de tous cette initiative. Ce code est pour nous un gage de développement économique et social du Niger en général et des communautés locales en particulier, au vu des assurances qu'il donne en matière de santé, de l'environnement, du développement et de l'équité dans la gestion des ressources naturelles. Ce code doit engager toutes les parties prenantes et pour notre part, nous nous engageons solennellement à faire un large plaidoyer pour son acceptation par tous. Et à cette occasion, nous lançons un appel à toutes les organisations de la société civile à nous rejoindre pour l'aboutissement heureux de cette noble cause. Le représentant du ministère des Mines a relevé toute l'importance de cette initiative de bonne conduite entre la société civile nigérienne et les compagnies d'extraction minière. Cet atelier de renforcement des capacités aux membres de la plateforme nationale de la société civile, dont le thème est l'approbation de l'initiative du code de bonne conduite entre la société civile et les compagnies d'extraction minière au Niger, vient à point nommé car le respect des normes adoptées et soucieuses du développement durable ne va sans causer des menaces sérieuses sur les droits humains, la santé, l'environnement et à terme le développement qu'elle est pourtant censée encourager. En tout cas, l'ensemble des parties prenantes à cet atelier ont affirmé leur adhésion et leur engagement à vulgariser ces codes de bonne conduite partout où besoin serait. Un parti magazine comme annoncé, une série de réunions des comités régionaux de santé a eu lieu à l'intérieur du pays. Nous vous proposons les échos de Difa, Agadez, Zender et Dosso. Bonne réception, bonsoir.